passer à la session questions-réponses et je vais donner donc la parole à Léo qui a normalement compilé toutes ces questions-réponses pour qu'on puisse avoir maintenant un dialogue avec le temps qui nous reste. À toi, Léo. Alors Philippe, nous avons une question qui est revenue à plusieurs reprises, qui est la suivante. Afin d'identifier le goulot d'une organisation, utilisez-vous des outils Lean comme VSM, les diagrammes de flux ou le Gemba? Et la TOC propose-t-elle d'autres outils pour voir plus large et plus exhaustif? Alors, très bonne question. Parce que si on n'a pas trouvé son goulot, on peut pas faire l'étape 1 de la théorie des contraintes, les 5 focusing steps, c'est étape 1, identifier le goulot. Donc, il faut effectivement commencer par là. Le Gemba, oui. Oui, 1000 fois, 1100 fois. C'est pas un hasard si les photos que j'ai publiées là utilisées, elles venaient toutes du Gemba. Excusez-moi si celle qu'on a sous les yeux, là, c'est une salle de réunion, mais on passe très peu de temps nous-mêmes dans les salles de réunion. Et donc, c'est surtout depuis le terrain qu'on va identifier les contraintes de capacité, quel que soit l'environnement, que ce soit un fast-food ou une production de satellite ou n'importe quoi d'autre. Donc, pourquoi ? Parce que les chiffres en général sont faux. Les patrons, ils passent la fin de chaque année à construire des budgets. Dans les budgets, ils prétendent qu'ils ont distribué le travail équitablement. Bref, ils torturent l'ordinateur pour essayer de faire disparaître les boulots et votre ERP, il va vous dire qu'il n'y en a pas. Okay. Donc, ne passez pas trop de votre temps à regarder dans votre système informatique puisqu'il ne sait pas très bien qu'est-ce qui se passe. Vous le verrez seulement sur le terrain. Et vous le verrez sur le terrain surtout en identifiant les grosses files d'attente. Elles sont bien là. Et à chacun des cas là, je viens de passer en revue, c'était ça le moment. Ah, waouh, quand on trouve, je sais pas moi, un tiers du cycle de production est accumulé devant une ressource particulière, c'est là que vous avez le boulot. Est-ce qu'on utilise des VSM, etc.? Pas exactement. Parce que une VSM normalement est faite sur un produit et vous voulez savoir quelle est la contrainte de capacité sur l'ensemble de votre production, sur l'ensemble de votre mix produit. Okay. Donc les VSM peuvent être utilisés et donnent souvent des bonnes pistes, hein, parce que si vous choisissez bien le produit sur lequel vous faites votre VSM, il va quand même vous dire où est le boulot. Mais faites attention parce que si il se trouve que vous prenez un produit qui est important, qui vous semble représentatif, mais où dans cette VSM le boulot il est à tel endroit, ben, c'est peut-être pas le cas de la somme des produits de votre entreprise. Okay. Donc, pour trouver la contrainte de capacité d'un système, il faut essayer de trouver la plus grosse file d'attente du système. Et si je peux me permettre une autre remarque, ce n'était pas dans les questions, mais c'est une des remarques qu'on doit faire sans cesse quand on fait cette recherche d'identification. Vous allez penser, vous allez avoir certains d'entre vous qui vont dire oui, mais nous on n'a pas de boulot structurel, il se promène d'un endroit à un autre, c'est jamais la même chose, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, etc. Méfiez-vous s'il vous plaît, très souvent, si vous voulez bien ouvrir les yeux, le boulot structurel, il est bien là quelque part. Okay. Les autres, c'est des petites vagues de travail ou des grosses vagues de travail, mais elles ne font que dissimuler là où se trouve la vraie contrainte de capacité structurelle du système. Et souvent, on trouve du genre un quart, un tiers des files d'attente, toutes accumulées devant la même ressource. Alors bien sûr, si vous avez des productions où vous avez plusieurs véritablement mini-usines dans le système, vous allez peut-être être obligé de trouver plusieurs goulots. Hein. Si vos entités de production, il y a 3 ou 4 différentes mini-usines dans une usine, vous allez trouver normalement 3 ou 4 différents goulots. Mais si ce n'est pas le cas, méfiez-vous aussi de l'idée qu'il y a plusieurs goulots dans le système. Ce qu'il faut vous trouver, c'est le gros boulot dans le dispositif. Et très souvent, il est là, si vous voulez bien ouvrir les yeux. Restez convaincu qu'il est là, vous le trouverez. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, une seconde question, Philippe. Entre les différentes techniques, comment choisir la bonne méthode? Entre le TOC, le Lean, la chaîne critique, le Six Sigma, etc. Et cela se fait au préalable selon le type d'industrie ou après le démarrage du projet d'amélioration? Il ne faut pas choisir, il faut les utiliser tous, il faut les utiliser tous ensemble. Grosso modo, pour moi, c'est assez simple et je suis effrayé que pourquoi ça pose autant de problèmes. Pour moi, ça a toujours été dans mon sang et moi, ma lecture de ce qu'a fait Toyota en développant le Lean,
c'était aussi exactement ça. C'était juste de rester curieux, de regarder qu'est-ce qui se passe dans le monde, et si ça paraissait intéressant, de l'essayer, et si ça marche, on le garde, et si ça marche pas, on le garde pas. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire de Toyota, le Kanban est venu d'une visite de Taishi Ono dans un supermarché aux États-Unis où il a vu le réapprovisionnement des étagères de ce supermarché. Il dit, oh, ça c'est intelligent comme truc. Et je vais l'appliquer dans mon usine. Et il a créé le Kanban. Et ça et plein d'autres choses. Donc Toyota a construit le Lean en veille sur les idées possibles et imaginables. Et il est resté très curieux et opportunistes par rapport à des nouvelles idées. Je pense que toute entreprise devrait travailler comme ça. Ils doivent construire leur propre système avec ce qui leur semble correct et pas prendre un stéréotype de ligne de chez Toyota ou autre. Donc pour moi, il n'y a pas de choix à faire. Il y a un cocktail à construire. Il est vrai que nous, quand on regarde ce qu'on fait, la plupart de ce que nous mettons en œuvre vient de 3 différentes sources. 1, la théorie des contraintes, 2, le lean, et 3, le bon sens, la simplicité. On fait également des choses comme le Six Sigma pour des problèmes de process complexes, multifactoriels, etc. C'est vrai, mais c'est pas 10% des process que on est concerné. On fait de l'agile parce que pour moi, le agile n'est incompatible avec aucune des choses qui viennent d'être précitées. C'est une façon, comme son mot l'explique, de rester souple, de réagir vite, et ainsi de suite. Donc, on mélange l'agile avec de la chaîne critique et l'agile avec autre chose. Donc, c'est pas un choix. Peut-être que la question, c'était par où commencer. Et c'est vrai que la théorie des contraintes, puisqu'elle va identifier la contrainte de capacité du système, est peut-être la première chose à faire avant d'ouvrir la boîte à outils, par exemple du Lean, pour améliorer les performances. Donc, c'est vrai que nous, on ne peut s'empêcher de faire comme première étape où est le boulot de l'entreprise. C'est vrai qu'on commence au tout début par se dire où est le boulot, et ensuite, dès qu'on l'a identifié, on devient pluriel dans l'utilisation des outils avec beaucoup de Lean, de bon sens, si s'il le faut. Voilà, donc pour le redire encore une fois différente, la théorie des contraintes, elle n'a pas d'outil d'amélioration. C'est une approche qui permet d'identifier ses priorités, là sur quoi il faudrait travailler. Et une fois qu'on a identifié là où il faut travailler, c'est d'autres outils, comme ceux du Lean notamment, qu'il faut utiliser. Voilà, si je réponds bien à la question, voilà ma réponse. On ne choisit pas, on mélange, on est pluriel. Alors, question suivante, Philippe. Pourquoi le Project Management Institute n'a pas introduit la chaîne critique sur ses programmes? Est-elle en contradiction avec la logique PMP? Merci. Ah là 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 là, moi je ne sais pas, il faut demander cette question au Project Management Institute, mais la question est excellente. Le Project Management Institute est une institution dans le monde des projets aujourd'hui, puisqu'ils en 2019, ils ont dépassé 1 million de membres, cette association, 1 million de membres. Bref, c'est en train de devenir l'association et donc le référencement, les formations, les certifications CPMI, etc. C'est la référence dans le monde des projets. Okay, et comment se fait-il qu'elle ignore royalement, splendidement la chaîne critique? Okay, dans la 5e édition du PMBOK, il y avait une petite référence à la chaîne critique, mais la toute dernière édition, là, qui est actuellement en vente, il n'y a même pas le mot chaîne critique, il n'est pas dans l'index, ça n'existe pas. Donc, j'ai vu, ça me fait pleurer, mais c'était vraiment presque toujours les interlocuteurs qui allaient mettre en œuvre la chaîne critique nous posaient cette question: comment se fait-il que cette honorable référence dans le monde ne parle pas de la chaîne critique? Et puis, j'espère que tout récemment, les choses vont changer, car il me semble que c'était le 17 août de l'année dernière, 2019, lors de leur congrès annuel, le Project Management Institute a donné le prix du meilleur projet de l'année, donc le plus beau prix du Project Management Institute chaque année. 2019, ils l'ont donné à Embraer pour le développement du E190-E2, le nouvel avion de Embraer,
un avion tout à fait critique pour la transformation de Embraer, qui devait représenter 50% du chiffre d'affaires, etc. Et c'est ce projet qui a été fait en chaîne critique qui a gagné le prix du meilleur projet du monde. Ils ont développé l'avion avec 22 mois d'avance, ils ont explosé tous les records. Il y a des vidéos sur ce sujet, en tout cas dans l'association de TOCICO, l'association de la théorie des contraintes. Il y aura certainement d'autres communications. Nous-mêmes, on nous a demandé de faire une post-production d'une vidéo de la conférence par Embraer l'été dernier, où ils présentent tout ça. Donc, vous allez en entendre parler plus dans les semaines qui viennent. Voilà, j'espère que ça, quand même, ça va un peu changer la donne. Moi-même, j'interviens souvent, je suis souvent invité, en fait, quand on parle PMI, c'est un peu cocasse, mais c'est le cas, par les différents chapters du PMI de par le monde, en Europe, etc. Vous pouvez voir ça dans les conférences que je donne. Le PMI m'invite souvent à intervenir et présenter la chaîne critique, ça se passe très bien, les gens sont fascinés, etc. Mais ils me posent la question, pourquoi c'est pas dans le PMBOK, pourquoi c'est pas dans les certificats? Je ne peux pas y répondre, je trouve que c'est dommage, j'espère que ça changera bientôt. C'est une très bonne question et j'espère que dès bientôt, le PMI changera de stratégie, il y aura un autre discours ou un discours tout court sur la chaîne critique, parce que, je répète, l'excellente question, comment se fait-il que l'association qui est la référente dans le monde des projets fait comme si la chaîne critique n'existait pas, si la chaîne critique peut faire ce genre de choses, si la chaîne critique peut être utilisée par le meilleur projet du monde, le développement d'un avion, c'est pas n'importe quoi. Voilà, donc j'ai cherché, je me demandais si quelqu'un s'était fâché avec quelqu'un ou quoi. Je n'ai pas d'informations particulières, c'est juste pas encore le cas. Je pense que ça va changer très bientôt pour différentes raisons. Mais bonne question, merci. Alors, nous avons une question de Heinrich qui est: comment contrer les changements culturels multitâches, entre autres, qui bloquent souvent la mise en place de la chaîne critique? Ouais. C'est une super question. Et moi-même, je n'y avais pas pensé avant qu'on se mette dedans, pour de vrai. Pour tous ceux qui ont suivi les formations chaîne critique ou la chaîne critique, en tout cas tel que nous le pratiquons, pour nous c'est le principal fléau, le multitâche. Je répète, c'est assez bizarre. On fait souvent des deals day in the life. Je demande à un de mes consultants d'aller regarder une ressource dans un bureau de développement de produits, dans je ne sais quoi, et on mesure le multitâche. Très souvent, je ne sais pas pourquoi, les chiffres sont autour de 60 différentes tâches dans la journée, temps moyen entre 5 et 7 minutes. Je sais pas, tout le monde arrive à un niveau de saturation et de folie qui est à peu près autour de là. Je répète, on passe 7 minutes en moyenne sur un truc. Tout le monde s'en va là-dedans, je ne sais pas pourquoi, quelle que soit la culture d'entreprise, la grosse, la petite, la techno, bon. Et c'est pas comme ça qu'on devrait travailler, on fait plein d'erreurs, on est très inefficace, etc. Donc comment est-ce qu'on casse ça? Et c'est vrai que, par exemple, nous, on se l'est appliqué à nous-mêmes, et il y a une des composantes qui est, me semble, sous-jacente dans la question, c'est l'exemplarité du management. Et effectivement, moi, je fais très attention dans mon entreprise de ne jamais appeler quelqu'un au téléphone. J'ai bien un smartphone, merci, mais il faut vraiment que ce soit une question de vie ou de mort, ou il y a une très bonne raison pour appeler quelqu'un directement au téléphone. Je ne le fais jamais. J'envoie un SMS, est-ce que tu peux m'appeler, ou dès que tu as un moment, tu peux, etc. Mais je veux être exemplaire par rapport au multitâche qui tue. Donc nous, on fait ce genre de choses. Mais bon, moi je suis patron, je peux te donner l'exemple. Et c'est pas toujours évident quand vous avez un patron qui a dans son sang d'être sur le qui-vive, d'être dans l'action, etc. et qui va embêter tout le monde et créer du multitâche. Et dans ce cas-là, il faudra soit essayer de former, de faire évoluer le comportement des différents hiérarchiques dans le système. Et c'est possible, hein, il suffit de jouer le jeu du multitâche pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est assez simple, hein, vous faites exécuter les gens en multitâche. On a un petit jeu qu'on utilise tout bête qui est les lettres de l'alphabet, les numéros impairs, les numéros pairs, écrire la chaîne critique. Soit ils le font une tâche après l'autre et ils prennent
une minute, soit ils le font en multitâche, je fais la première lettre de l'alphabet, la première lettre paire, la première lettre de la chaîne critique, la première lettre impaire, etc. Et ils tournent, ils se rendent fous, ils prennent 3 fois plus de temps, ils font plein d'erreurs, etc. Faites-leur jouer ça, et déjà, ça permettra de limiter les choses. Donc, oui, il faut que le management soit exemplaire, et si vous n'y arrivez pas, si vous ne pouvez pas, parce que vous ne pouvez pas le convaincre de changer, faites au moins en sorte que vous protégez vos différents environnements au maximum pour limiter le multitâche. Pour vous donner un exemple concret, c'est pas très beau, mais bon, on l'a utilisé dans des environnements où il est difficile de maîtriser l'environnement chaotique. On fait les réunions le matin, on travaille l'après-midi. L'après-midi, tout le monde se calme, on répond plus aux emails, on bosse. C'est peut-être pas très joli et rigoureux, et ça paraît. Mais voilà, c'est du bon sens. On n'a pas prévu à faire ça. L'après-midi, on essaye d'éviter le multitâche. Et enfin, toujours là-dessus, qu'on soit clair, hein, on n'élimine pas le multitâche. Bon, s'il y a un client qui m'appelle avec un problème critique, je passe en mode multitâche, mais c'est du bon multitâche. Le mauvais multitâche, c'est juste papillonner sans cesse du début de la journée à la fin et se terminer épuisé en se demandant pourquoi on n'a rien fini. Voilà. J'espère que ma réponse répond au moins partiellement à la préoccupation de la personne. Alors Philippe, question suivante. Bonjour. Pour appliquer la règle du 2 pour 1, nous avons souvent une réponse de la production qui est « Qu'est-ce que l'on fait des opérateurs qui n'ont pas de travail à leur machine ?» Comment convaincre les chefs de production de mettre en place cette règle face à cet argument? Merci. Là, c'est les chefs de production ou c'est les gens? Oui. Célim et moi, on a improvisé cette règle il y a de nombreuses années. Et pour nous, c'était une mine d'or. Depuis, on l'utilise presque toujours. Pourquoi? Parce que c'est pas si facile quand beaucoup de nos clients, au point de départ, ont beaucoup trop d'encours, n'est-ce pas? Et donc, comment est-ce qu'on le réduit simplement? C'était ça le défi auquel on était confrontés. Et donc, on a développé la règle de 2 pour 1, je rappelle. Par exemple, en ordre de fabrication, il faut que j'ai clos 2 ordres de fabrication avant que je lance un ordre de fabrication. Le résultat, c'est que mécaniquement, le début du flux, les premières machines vont avoir moitié moins de travail qu'ils avaient auparavant, n'est-ce pas, quand on démarre le système. Et comment fait-on pour gérer ça? Je vous en donne le cas de, je ne sais pas, on a le leader mondial des roulements à billes avec qui on travaille. On a mis ça en place dans une assez grosse usine de 800 personnes. Et il y avait exactement ce phénomène. Il y avait pas seulement les personnes, hein, mais les grosses machines qui coûtaient cher, des millions d'euros, etc., tout d'un coup avaient été sous-chargées. Qu'est-ce qu'on fait? Si c'est possible, déjà, la meilleure des solutions, c'est d'exploiter de la polyvalence et d'envoyer les personnes qui sont sous-chargées pour les mettre en aval et aider ceux qui sont en train d'essayer de terminer les productions pour augmenter le débit de sortie. Et c'est ce qu'on a fait là. Et j'ai pris ce cas exprès parce que on peut faire beaucoup plus de polyvalence que vous ne le croyez. Car c'était quoi l'aval qui est devenu le boulot dans ce système de roulement à billes? C'était le contrôle qualité. Dans une salle blanche avec une blouse, des lunettes, etc., on allait inspecter avec ses yeux les roulements à billes. Roulement à billes de aéronautique à 5 000 euros ou 20 000 euros pièce. Qu'est-ce qu'on a fait? Tous les gros gaillards qui travaillaient dans l'atelier sont allés rejoindre l'équipe essentiellement féminine dans cette salle blanche et ils ont commencé à eux aussi faire de l'inspection visuelle des produits. Donc, poussez les gens, quand vous faites ça, profitez-en pour que la transformation, parce que cette règle va seulement durer quelques semaines, quelques mois selon votre typologie industrielle. Dites voilà, pendant quelques semaines, pourrais-tu aller travailler là-bas? Et c'est ce qu'ils ont fait. Ça a mené à plein d'impacts très sympathiques. Bien sûr, ça a augmenté, doublé en fin de compte le débit de sortie en faisant ça. Et puis, ça a créé un dialogue entre la qualité et la production très significatif, parce que c'est là qu'ils ont fini par découvrir que, il y a des rayures, c'est nous qui n'utilisons pas la bonne palette de machin. Donc, on a fait tout ça. Et puis, voilà. Et puis, si ça marche pas, si vous ne pouvez pas faire ça et vraiment que les personnes qui sont là, vous ne pouvez pas leur faire faire autre chose, je répète, ça m'étonnerait, mais bon, si vous ne pouvez pas, je réponds très simplement et franchement,
permettez-leur de venir au travail avec un journal ou avec une tablette et laissez-les lire le journal ou aller sur YouTube et passer la journée agréablement comme ça, parce que ce n'est pas c'est trop grave le problème que vous cherchez à résoudre. Et pendant la période de transition, si vous n'êtes pas capable de faire autre chose, apprenez à arrêter de travailler sur ces ressources-là. Ce que les gens ne comprennent pas à travers que ce soit le Lean, la théorie contrainte, etc., c'est que dans beaucoup d'entreprises, le problème, c'est pas d'avoir des mécanismes qui disent aux gens quand il faut travailler, le staccanoïsme de produire un maximum. C'est l'inverse. Aujourd'hui, le vrai défi, c'est d'apprendre à ne pas travailler, arrêter de travailler pour maintenir la synchronisation des flux. Le Kanban, après tout, est un système qui dit stop. Il synchronise la production en faisant des micro-arrêts de production. Il faut apprendre à arrêter de travailler. Donc derrière la question de 2 pour 1, là, j'irai plus loin, c'est plus grave que ça. Vous devez apprendre, et c'est bien sûr une des forces de la théorie contrainte, de ne plus croire dans les optimums locaux. Le TRS d'une machine, ça ne veut rien dire. C'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent. Okay. Et ça, il faut que vous fassiez de la pédagogie à travers votre comité de direction s'il le faut, à travers les chefs d'atelier, à travers tout le monde, pour comprendre que non, c'est pas comme ça que ça marche. Et que c'est la performance globale de l'usine qui compte, et c'est pas en faisant tourner toutes les machines que ça se passera bien. Okay. Donc, bien sûr, c'est des points clés de la théorie des contraintes. Je dirais que méfiez-vous sur ceux qui ont du mal avec. Souvent, c'est les gens qui sont payés à essayer de faire en sorte que ce soit pas vrai. Je m'explique. Au niveau de la main-d'œuvre directe, ça pose rarement des problèmes d'arrêter la machine. Ils savent très bien que c'est un jeu de dupes que de faire tourner toutes les machines tout le temps. Déjà, si vous y réfléchissez un peu, les non-goulots ont tous ralenti leur production pour arriver au rythme du goulot. Sinon, il y aurait une quantité d'encours infinie. Donc, ils ont déjà ralenti. Ils cachent déjà leur mauvaise performance. Okay, c'est pas vrai. Ils ne sont pas en train de travailler à 100%, même s'ils ont un TRS à 95%, mais qu'ils sont un non-boulot. C'est juste qu'ils ont réussi à trouver des petites astuces pour dissimuler l'excédent de capacité dont ils disposent. Au niveau du top management, également, ça ne pose pas trop de problèmes parce que c'est la performance globale qui les intéresse. D'accord ? Donc, ils comprennent bien que c'est le throughput à la fin qui sort de l'usine et qui est vendu qui les intéresse. Le détail, machine par machine, bon. C'est le middle management dont une certaine lecture de leur fiche de poste dit votre travail, c'est de s'assurer que les gens travaillent tout le temps dans votre service de bureau d'études, dans votre service de mécanique, dans votre atelier d'assemblage, dans votre ceci et cela. Et donc, on les oblige à essayer de faire en sorte que les gens travaillent tout le temps. Donc, arrêtez de faire ce genre de choses, cherchez l'optimum global, et ce n'est pas la somme des optimums locaux. Je cite bien sûr Eliyahu Goldratt. Alors Philippe, question suivante. Est-ce que la TOC s'applique pour identifier les contraintes organisationnelles au niveau top management? En effet, on a souvent des contraintes créées par la façon dont nous sommes organisés, qui sont souvent bien pires que les contraintes de capacité physique dans l'usine. Dans ce cas, comment appliquer le principe chercher la plus grosse file d'attente? Il y a deux. Pour bien faire de la théorie des contraintes, pour moi, il faut identifier 2 différents flux. Et c'est dit, chaque mot compte souvent dans les citations de Eli Goldratt. Et Eli Goldratt disait que le but d'une entreprise, c'était de gagner de l'argent aujourd'hui et à l'avenir. To make more money now and in the future. Chaque mot compte. Et il souligne à travers cette phrase qu'il y a 2 défis conjoints simultanés qui sont de gagner de l'argent tout de suite et de construire un avenir. Gagner de l'argent tout de suite, c'est le chiffre d'affaires de votre carnet de commandes en cours, c'est faire tourner les machines, trouver le boulot là-dedans, probablement quelque part dans vos opérations. Et ça, c'en est un. Et l'autre, c'est construire l'avenir. Et bien sûr, les 2 choses s'entrechoquent parce que, par exemple, construire l'avenir, ça peut être décider d'acheter une nouvelle machine, décider de lancer un nouveau produit. Si vous prenez la mauvaise décision et que vous n'achetez pas la machine ou que vous développez un mauvais produit, ça va se répercuter plus tard dans votre quotidien, n'est-ce pas? Si vous ne préparez pas bien votre avenir, un jour ça va devenir ça va devenir votre problème contemporain. Donc, de mon expérience, mais je comprends peut-être mal, ça dépend effectivement un peu du contexte, les contraintes qui sont managériales, le management attention, comme on dit en anglais,
où le système est ralenti par la non-prise de décision, ou la mauvaise prise de décision par le management, a plutôt tendance à concerner la capacité de l'organisation à gagner de l'argent à l'avenir. Okay. Et comment est-ce qu'on la trouve? C'est toujours par contre de la même manière. On trouve le goulot, mais là c'est pas si difficile que ça, puisque finalement c'est probablement soit l'ensemble du comité de direction ou le patron s'il est dictatorial et qu'il écoute, c'est lui qui prend toutes les décisions. Donc le trouver c'est pas un problème. Après il y a comment améliorer l'efficacité de ce goulot. Qu'est-ce que je peux vous dire? Nous, c'est notre métier. Reformulation du métier de Maris Consulting, c'est améliorer l'efficacité des comportements individuels et collectifs. Donc nous, voilà, mon travail d'ailleurs au sein de Maris Consulting, pour beaucoup, c'est d'améliorer l'efficacité des comités de direction. Et pour ceux qui me connaissent, j'ai la réputation d'être l'anglais avec la batte de cricket ensanglantée. Donc je vais expliquer au comité de direction qu'il faut qu'ils se bougent, qu'il y ait moins de procrastination, qu'ils prennent des meilleures décisions, etc. etc. Donc je dis ça. Mais je vous dirais juste une autre chose qui est, à mon sens, extrêmement importante. N'attendez pas d'avoir des chefs qui méritent leur salaire avant de commencer à agir, parce que ça, vous risquez d'attendre longtemps. Donc, travaillez dans votre environnement. Il est ce qu'il est, avec des gens qui méritent plus ou moins bien leur poste. C'est rarement parfait, c'est même jamais parfait. Mais n'utilisez pas ça comme excuse pour ne rien faire. Tout est possible. Vous pouvez quand même faire des choses, malgré l'environnement perfectible du management dans lequel on travaille, grosse société, petite société, etc. Vous voyez que cette question me touche à cœur parce que, bien sûr, le monde n'est jamais parfait dans ce domaine, mais il ne faut pas que ça soit une excuse pour ne rien faire. D'autres questions? Peut-être une dernière question, Philippe. Ouais. Quand une usine possède un Formix produit, quel outil conseillez-vous pour identifier le bon boulot? Toujours les mêmes. C'est pas parce qu'il y a un Formix produit. Il est très, très rare. Ça existe, hein, mais c'est du genre, quelque part entre 1 et 5% des entreprises ont des goulots baladeurs pour des bonnes raisons. Je vous donne le cas d'une petite entreprise de service qui fait des photocopies et des cartes de vœux et qui imprime différents formats de trucs, etc. Eux, selon leur carnet de commandes du jour, que c'est Noël ou pas, le goulot va se balader d'une machine à une autre. Ok, ça, je veux bien. Et ça existe dans d'autres entreprises, ça peut exister, mais c'est beaucoup plus rare qu'on le dit. Donc très souvent, c'est la même, le boulot, il est structurel, il est là, et même avec un Formix produit, et c'est les règles que je vous ai citées. Au contraire, d'ailleurs, le VSM va être trop difficile à utiliser, trouver le bon produit, etc. Donc, allez chercher la plus grosse file d'attente. Voilà, donc on est arrivé à la fin là. Je vous remercie tous de votre participation. Je rappelle pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin, vous avez la possibilité de suivre dans le même format un webinaire plus pédagogique cette fois-ci sur la chaîne critique qui est dans 8 jours maintenant. Et que il y a le même webinaire que celui que vous suivez le 6 avril en anglais, dans une autre tranche horaire, si vous voulez éventuellement partager ça avec vos collègues English et américains, tout ça. Voilà, et puis n'hésitez pas, si ça vous intéresse, d'aller encore plus loin. Il y a, dans l'annexe, vous verrez de nombreux livres. Vous pouvez choisir, soit vous lisez les livres et vous mettez en œuvre, soit vous faites appel à Maris Consulting. Ça coûte quand même 1000 € la page à peu près, donc achetez les bouquins, lisez-le, c'est tout ce qu'on a fait en fait. Et voilà, bonne continuation, take care, bon courage à tous. Merci beaucoup, au revoir.